tu as 0. Automatiquement, tu as 0 en anglais si tu fais une faute parce qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Mais après, c'est pas compliqué d'avoir au-dessus de 10, honnêtement. Et en plus, au contraire, je crois que vous avez anglais pendant que vous avez maths. En tout cas, mon année, c'était comme ça. Et donc, on avait plus de temps pour faire le sujet de maths, du coup, parce que le sujet d'anglais, c'est très rapide. Bon, Bon, ça voilà. va. Bon, ça va, Voilà. merci. De rien. Bon, du coup, on va commencer. Je pense qu'il y a. Bon, au pire, ils se rajouteront. Donc, du coup, voilà, j'ai reçu énormément de messages concernant la physio. Charlie, comment on bosse la physio? On m'a dit d'envoyer un message. Comment on bosse la physio? C'est des très gros cours, mais en même temps, c'est coefficient 2, comment on fait, etc. Donc, bon, j'ai essayé d'envoyer un message sur le groupe, mais je pense que c'est important qu'avant de voir, par exemple, là, on va voir un petit peu de physiologie digestive. Avant de voir ça, je pense que c'est important de voir un petit peu la méthode de la matière. Donc, si vous avez n'importe quelle question, voilà, je ne m'en sors pas sur ça, n'importe quelle question sur la physiologie, déjà, vous pouvez m'envoyer un message. Vous pouvez demander à Dan mon numéro, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un message, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions là aussi, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, comment bosser physiologie? Moi, ce que je serais tentée de vous dire, c'est vous le bossez comme un cours normal. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Il ne faut pas vous dire, oui, c'est coefficient 2, donc je me permets d'avoir du retard, je me permets de pas trop le bosser, etc. Parce que après, vous allez le regretter, vous allez vous le prendre dans la tête. Comme je l'ai dit dans mon message, moi, j'étais un peu nulle en maths, donc je me suis dit, c'est presque des coefficients équivalents. Physio, c'est 2, maths, c'est 3. Bon, si j'ai une bonne note en physio, ça peut rattraper en maths mes lacunes. Donc, vous le bossez comme un cours normal. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude, mes cours à moi, d'aller en cours à tous les cours. Donc, je suis allée à tous les cours de physio. Je reviendrai dessus après. Et je faisais ma vue du jour l'après-midi, ma vue le lendemain. Et le samedi, je faisais tous mes cours de la semaine. Donc, une troisième vue. Donc, à la fin de la semaine, mon cours de physio, je l'avais vu 3 fois. Si vraiment vous avez imaginons physio digestif, j'ai pas vu exactement votre planning, et un autre cours énorme en UE1 ou en UE3, vous pouvez vous permettre d'avoir un jour de retard ou bon, vous pouvez, voilà, je dis pas qu'il faut être super strict et se mettre des règles qu'on ne peut pas respecter, mais ne vous dites pas, c'est coefficient 2, j'ai le droit de prendre du retard. Au contraire, c'est là où on vous attend au tournant, dans le sens où il y a énormément de gens qui vont se dire, c'est coefficient 2, on le met de côté, mais rappelez-vous que c'est sur ces points-là que vous gagnez des places. Parce qu'au final, les cours, entre guillemets, faciles d'atomistique, de chimie orga, de début de l'année qu'on a vu 500 fois, l'U1, parce que là, vous avez fini le 1, vous allez le voir 500 fois en révision, parce que vous allez avoir beaucoup d'écuries de concours blancs. C'est pas sur ces points-là que vous allez faire la différence. C'est sur tout ce qui est difficile, qui est dur à apprendre, qui est contraignant, que vous allez faire la différence au concours, que vous allez gagner des points significatifs. Donc, on n'oublie pas de bosser le E2. On le bosse comme un cours normal, oui, mais on n'oublie pas que c'est COF2 non plus. C'est-à-dire qu'on ne privilégie pas l'UE2 à un gros cours de jeu 3, RMN, ou bon, je ne sais pas exactement où vous en êtes, si vous avez bientôt fini l'UE1, mais je ne sais pas où vous en êtes en UE3, mais on ne le privilégie pas non plus à des cours qui sont très coefficientés, comme de l'UE1 COF7, de l'UE3 COF7. Donc, voilà. Et on se bouge un petit peu quand on le fait. On se bouge entre guillemets. Moi, je peux comprendre que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'étais très lente à apprendre mes cours. Donc, je sais que physio-digestive, j'ai passé beaucoup d'heures dessus au début. J'ai dû passer 3h30 sur ma première vue et encore, à la fin, je suis allée un peu plus vite. Donc, comme je savais qu'à la fin, j'étais allée un petit peu plus vite, le lendemain, j'avais repris le cours dans l'autre sens. Comme ça, j'étais sûre que la fin du cours, que j'avais un peu bâclé la veille parce que ça faisait déjà un moment que j'étais sur le cours, je la reprenais mieux le lendemain et que c'était plutôt le début du cours que j'allais bâcler ensuite quand il fallait vite finir la vision parce qu'il commence à se faire tard et qu'il y a d'autres cours à faire. Donc, on essaye d'aller à l'essentiel, c'est ce qui est important en physio, c'est-à-dire que notamment en physiologie digestive, il y a beaucoup de détails anatomiques, c'est-à-dire la longueur du tube digestif, elle vous raconte tout et n'importe quoi sur l'histologie du tube digestif, des couches et des machins et du système nerveux autonome. Bon, évidemment, il faut essayer d'intégrer au maximum toutes les informations, mais il faut rester sur le principe que, par exemple, le cours de physiologie digestive, c'est un cours de physiologie. C'est-à-dire qu'on vous apprend comment les aliments
ils se décomposent, comment ils sont distribués, comment ils sont éliminés. C'est quand même ça le plus important dans le cours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de superflu quand même dans le cours et la prof, c'est une gentille prof. Je ne sais pas si vous êtes allé en cours, mais elle est plutôt cool parce qu'elle va rester dans le truc que son cours est un cours de physiologie. Ce qu'elle veut que vous sachiez, c'est comment les aliments se décomposent après un repas. Donc évidemment, il y a d'autres choses à apprendre autour, mais on va le voir. Donc sur tous ces cours, restez sur l'essentiel. En physiologie hormonale, vous ne perdez pas trop de temps sur plein de détails superflus autour. Ça reste la physiologie hormonale. Donc voilà. Ensuite, la question qui revient beaucoup, c'est si c'est CoF2, pourquoi aller en cours? Quel intérêt d'aller en cours, Charlie, si la matière elle est CoF2? L'intérêt d'aller en cours, c'est justement de voir sur quoi le prof il a insisté. Parce que je vous dis, il y a des choses plus importantes que d'autres dans les cours. En général, on le ressent. Bon, c'est pas évidemment, vous n'allez pas faire de la psychologie quand vous allez en cours. Tiens, est-ce que le prof il va mettre ça, il va mettre ci? Bon, non. Mais en général, quand le prof il insiste beaucoup sur quelque chose, il explique beaucoup quelque chose, c'est des choses où il dit voilà, ça pourrait être un exemple de question. Alors là, vous prenez un feutre rouge et vous mettez un plus à côté de la partie dont le prof parle, s'il fait un schéma, s'il s'étend beaucoup dessus, enfin, voilà. En général, les profs ils s'étendent pas mal sur ce quoi ils s'épanchent en cours. Souvent, Medibox, ils retransmettent toute la diapo que le prof a mis, mais par exemple, le prof, il a insisté que sur une ou deux lignes. Et en général, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de profs qui font soit leurs questions avant le cours, soit leurs questions après le cours. Donc, c'est important. Et aussi, pourquoi c'est important d'aller en cours? Pour la compréhension, tout simplement. Parce que vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment, je reviens dessus, mais en physiologie respiratoire, le cours, il part un peu dans tous les sens. Il est très dur. Moi, c'est celui que je détestais le plus en physio parce que justement, c'était très dense. La prof, elle partait un peu dans tous les sens. Mais d'aller en cours, ça a aidé à mieux assimiler. Donc, évidemment, pour comprendre le cours sur le point de la compréhension, c'est important d'aller en cours, je trouve. Le seul cours où je n'étais pas allée, je l'ai dit dans mon message et du coup, je vais vous le répéter, c'est le cours de physiologie neuronale, le dernier cours. Donc, je suis allée à tous les cours de physiologie neuronale, 1, 2, 3. Je ne suis pas allée au 4 parce que c'était le vendredi avant les révisions et j'ai estimé pour le coup que là, si j'étais moins au top sur un cours, c'était pas la fin du monde. Il faisait peut-être 50 pages tout accumulé avec tous les cours. Ça avait l'air super compliqué à assimiler. Donc, je vous le dis, je l'ai lu une fois et après, je l'ai oublié de toutes mes révisions. Au final, j'ai eu les points sur tout le sujet. Donc, j'ai eu 18, c'est un sujet de 10 questions. Et j'ai eu 0, je pense, à la dernière question, dernière question de physiologie neuronale. Je ne vous conseille pas de faire des impasses, mais il faut savoir balancer les choses. C'est-à-dire que si vous voyez que bon, c'est bon, aux révisions, vous êtes au taquet sur tout le programme, il y a un cours où c'est bancal, eh bien évidemment, il faut faire des choix. Et je me suis dit dans ma tête, il n'y aura peut-être pas tout le monde qui aura eu le temps d'assimiler le dernier cours de physiologie neuronale de 50 pages. Après, voilà, je ne vous conseille pas du tout de faire des impasses. J'en ai fait aucune autre, surtout dans les grosses matières, CoF7, le 1, le 3, je n'ai pas fait une seule impasse. Là, c'était un peu cas de force majeure. Il y avait tellement de choses. On avait 2 semaines de révision. J'ai fait des choix. Sur le coup, je stressais. Bon, après, voilà, c'est une question. C'est un cours, une question. Donc, évidemment, on ne fait pas d'impasse sur la physiologie digestive où il y a 2 questions alors que c'est un cours de 2 heures. C'est énorme. C'est énorme. 2 questions, c'est énorme dans un sujet. Donc, évidemment, on ne fait aucune impasse. Après, physiologie neuronale, voilà, je l'ai lu une fois. J'ai retenu 2, 3 trucs. Bon, voilà. Je pense que vous avez compris. Donc, à quelle fréquence je le bossais? Je vous ai dit 3 fois par semaine un cours sur la physiologie digestive. Mon objectif, c'est que dimanche soir, j'ai fait 3 fois le cours. J'ai un peu traîné pour celui-là. Donc, pareil, vous ne mettez pas une pression immense. Moi aussi, j'ai traîné pour finir physiologie digestive parce que justement, il est très dense. Il y avait autre chose à voir en même temps. Il faut savoir prioriser. Il n'y a pas de coefficient pour rien. Les coefficients, c'est pour prioriser les cours. Donc, voilà. Aux révisions, j'ai fait qu'un tour. Donc, bon, je sais qu'on n'est pas encore aux révisions, mais je vous en parle quand même. Ça peut en rassurer certains. J'ai fait qu'un tour. Je sais que vous avez un peu plus de révision que nous l'année dernière. Nous, on avait 2 semaines de révision. La deuxième semaine, j'ai décidé de faire mon tour de physiologie pour que justement, il soit frais dans ma tête parce que j'étais
plutôt dans la tranche des gens lents à apprendre les cours, qui mettaient plus de temps à faire les cours, etc. Donc, je me suis dit, je me le mets la deuxième semaine, ce sera frais dans ma tête pour le concours. J'ai fait qu'un seul tour et moi, ça m'a suffi. Donc voilà, quoi d'autre? Pour les écuries, comment je préparais mes écuries de physiologie digestive? Je vais vous dire la vérité, je les préparais pas tellement. C'est-à-dire que je ne me mettais pas une grande pression pour l'écurie de physiologie digestive. Je la faisais en condition, c'est-à-dire je la faisais à la prépa, avec mon casque sur la tête, très concentrée. J'essayais de me rappeler mes détails du cours, mais je le voyais que je n'étais pas au top sur les écuries de physiologie parce que tout simplement, je n'avais pas le temps de le bosser au milieu de tout ça. Je n'avais sûrement pas le temps de faire un tour de physiologie avant l'écurie ou avant le concours blanc. Donc, je n'avais pas des notes incroyables. Je pense que je devais tourner entre 12 et 14 aux écuries et au concours blanc de physiologie. Mais voilà, je n'avais pas le temps de le réviser pendant l'année. Je me suis dit, je le ferai à fond en révision. Je l'ai fait à fond en révision, c'est-à-dire que je n'ai pas lésiné dessus aux révisions. Je ne me suis pas dit, il y a des choses plus importantes. Aux révisions, j'ai fait mon tour, je l'ai fait bien. J'ai pris le temps qu'il fallait. Donc voilà, respiratoire, c'est long. Physiologie respiratoire, je ne sais pas si vous l'avez vu encore, c'est long. C'est un cours qui est très long. Moi, je mettais des fois 2 heures, 2 heures et demie pour faire juste la première partie du cours. Mais à la fin du cours, j'avais quand même assimilé des choses. Évidemment, je ne connaissais pas chaque détail par cœur comme je connaissais les lipides, par exemple. Parce que, encore une fois, il y a des priorités. On ne peut pas connaître son cours de lipides qui est coefficient 7 comme on connaît son cours de physiologie respiratoire qui est coefficient 2. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'oublier et le mettre sur un coin du bureau et ne plus le regarder. Ça veut dire qu'il faut le travailler intelligemment. C'est ça que j'appelle travailler intelligemment. Donc voilà. À quelle fréquence je le travaillais le reste du temps? J'essayais de faire 2 cours par semaine, c'est-à-dire me caler 2 cours, voilà, me caler 2 cours par semaine. Si au moins une semaine, je faisais au moins respiratoire et la moitié d'un cours de physiologie hormonale, euh, la moitié enfin, par exemple, que le cours sur l'homéostasie, un gros cours et un petit cours, c'était déjà très bien. Pour moi, l'objectif, c'était d'arriver aux révisions, sachant que là, physio, ça commence, il reste un petit peu, à peu près 1 mois et demi avant les révisions, à peu près. Mon objectif à moi, c'était que j'ai fait au moins minimum 4 fois chaque cours avant les révisions. Donc, vous voyez, au final, c'est pas beaucoup. C'est 3 fois la semaine où il y a eu le cours, donc dans les 7 jours qui suivent le cours, plus une fois le reste de l'année. Donc, c'est pas non plus énorme. Mais si vous bossez bien le cours, que vous restituez bien les informations, que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez une bonne méthode de travail, normalement, les informations, elles se restituent. Ce qui est très important, physiologie, c'est un cours de fonctionnement normal du corps. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est la compréhension. Évidemment qu'il y a du par cœur, évidemment qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre du temps à apprendre, qui vont mettre du temps à rentrer, les enzymes, etc. Mais c'est un cours qui reste de la compréhension. Donc, si vous ne comprenez pas le fil du cours et que vous l'apprenez et que vous le rapprenez à chaque fois que vous faites la vue du cours, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Il faut que le cours il ait un sens. Surtout en physiologie digestive, voilà, on commence, on a une phase buccale, on a une phase œsophagène, on a une phase gastrique, on a une phase intestinale. Voilà, il faut que le cours ait vraiment un sens. Physiologie respiratoire aussi, il faut que ça ait un sens pour vous. C'est-à-dire toutes les variations de pression, la plèvre, le cycle respiratoire, etc. Il faut que ça ait un sens pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, cette partie de cours, Charlie, franchement, je ne la comprends pas. Pour moi, c'est du chinois. J'essaye de l'apprendre par cœur, mais pour moi, ça n'a aucun sens. On se pose et on essaye de prendre 5 minutes. Je vous fais un vocal, je vous explique. Mais vraiment, il faut que ça rentre dans votre tête une fois. Et qu'après, moi, des fois, quand je passais sur mon cours de physiologie digestive, j'arrivais, je ne sais pas, à ma phase gastrique. Je savais que ma phase gastrique, je la connaissais par cœur. Je passais même plus dessus. Ça ne sert à rien de revoir 3 fois, 4 fois une partie de cours que vous avez complètement intégrée. Vous la revoyez aux révisions. Aux révisions, vous revoyez chaque partie de votre cours. Mais il y a des choses, vous savez que vous le connaissez. Si vous savez que vous le connaissez, vous ne vous étendez pas 3 heures dessus. Donc voilà, c'est pas égal. Chaque partie du cours n'est pas égale. Si vous la connaissez, vous passez dessus. Si vous avez des lacunes, vous vous concentrez dessus. Donc voilà. Voilà, donc c'est ce que je disais. Il faut accepter de négliger certains détails du cours. C'est comme ça. Et dites-vous que si le sujet, ce que je me répétais à longueur de journée, si le sujet est très dur, ça tombe sur des détails très précis au concours, c'est dur pour vous, mais c'est dur pour tout le monde. Donc, on se rassure en se disant ça, mais on essaie quand même de faire son maximum. On évite, s'il vous plaît, les fiches inutiles.
faire des fiches inutilement. Déjà que c'est très dur, c'est très long, c'est très dense. Vous allez faire des fiches, vous allez culpabiliser de ne pas avoir fait la fiche sur une certaine partie du cours. On oublie. Les seules, entre guillemets, fiches que moi je faisais, c'est que je prenais quelques tableaux du cours, de certains cours qui me semblaient très importants. Par exemple, le tableau où vous avez toutes les hormones hypophysaires et hypothalamiques en physiologie hormonale. Je l'avais juste fait une capture d'écran imprimée, collée dans mes toilettes. Voilà, où vous le mettez n'importe où. Moi, je sais qu'il y avait un petit moment dans la semaine enfin, des fois, je finissais un cours plus tôt, je prenais des fiches que j'avais comme ça, mais ce que j'appelle des fiches, ce pas des fiches que je me tue à faire à la main. C'est des parties qui me semblent très importantes dans le cours, sur lesquelles les profs, ils ont insisté, que je revois, que j'essaye de voir si je les connais bien, je m'interroge dessus, je cache le tableau, je le récite, etc. Parce que c'est des parties de cours, quand on voit en cours, on sent qu'elles sont importantes pour les profs. Donc, hop, je vais enlever mes écouteurs, apparemment, ils ont plus de batterie. Donc, voilà. Quoi d'autre? Attendez, je mets juste les écouteurs. Désolée. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on entend. Ah oui, c'est bon, je vous entends. Ok, super. Voilà. Donc, aussi un autre tableau qui était important, c'est le tableau avec toutes les variables homéostatiques en physiologie homéostasie. J'avais imprimé le tableau, comme ça me permettait d'apprendre d'apprendre ce tableau que je revoyais comme ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, parce que ça me semblait être un élément important du cours, parce que le prof avait fait ressentir que c'était un élément important du cours. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la physio, il me semble. Faites les annales. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais faites-les quand même. Connaissez par cœur les annales, c'est la base. Acceptez que vous n'aurez pas toujours des bonnes notes au QCM dit originaux, c'est-à-dire aux écuries. Au QCM coaching, vous n'aurez pas toujours des bonnes notes parce que le cours est très, très vaste. Il y a beaucoup de détails. On ne peut pas tout apprendre en physio, mais faites-en beaucoup parce que ça va vous aider à intégrer les informations. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions en termes de méthode, allez-y, c'est le moment. Et après, on passe un petit peu à la physiologie digestive. On ne va pas faire quelque chose de très long, hein. On va se concentrer 25 minutes, une demi-heure sur les parties très importantes du cours. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Juste, est-ce que quelqu'un peut me dire juste si on m'entend? J'ai peur qu'on ne m'entende pas. Est-ce que j'ai changé d'écouteur? Ok, je crois que Ouais, c'est on bon. t'entend. C'est bon. Ah, super, ok, top. Bon, alors si c'est bon pour tout le monde, on peut commencer à regarder physiologie digestive. Bon, on y va du coup. Donc, ce qui est très important pour moi dans ce cours, qu'il faut maîtriser à tout prix, c'est les enzymes. Donc, j'ai transféré à un ou deux d'entre vous mes petites fiches que j'avais fait. Donc, je vais vous montrer. Est-ce que tout le monde voit? Ok, j'imagine que oui. Donc, ça, j'avais fait ça. Donc, bon, Alors, je sais pas si c'est que moi ou quoi, mais je vois juste comment ça s'appelle, le truc où tu vois tes fichiers. Ah, merde. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Alors, je vais réessayer. Alors, hop, je vais faire arrêter et je vais faire merci. Je pense que là, ce sera bon. C'est bon là? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon. Allez, super. Donc voilà, en fait, j'avais imprimé juste le fond. J'avais pris sur Internet un fond et j'avais annoté dessus. Donc, après, je ne sais pas si c'est lisible, je ne sais pas si c'est compréhensible, je ne sais pas si ça va en aider certains. Moi, ça m'avait aidé parce que, comme je vous ai dit, c'est un continuum, le cours de physiologie digestive. Donc, voilà. Donc, ce qui est important à retenir, surtout, au niveau buccal, on a seulement les glucides qui sont digérés.
Donc, c'est très important. Si on vous dit, il y a une question comme ça qui est tombée en anal, qui parlait de la lipase activée au niveau buccal, etc. Quelque chose comme ça. On verra les annales tout à l'heure, 5 minutes. La lipase activée au niveau buccal, non. Lipase, c'est lipides. Les seules choses qui sont digérées au niveau buccal, c'est les glucides. Donc, moi, ça m'aidait vraiment à le visualiser. Je savais que quand je restituais mes informations, en haut, c'était en rose, c'était les glucides. Bon, voilà. Ensuite, les enzymes, là, ça m'aidait aussi à le visualiser. Donc, je vous enverrai les fiches, enfin, je les enverrai à Dani, vous les transférera. Ça m'aidait vraiment à le visualiser, que les protéines et tout ce qui était protéines et triglycérides, donc lipides, ça commençait en gastrique. Donc, que les protéines étaient aussi bien, comment dire, dégradées dans le gastre, donc dans l'estomac, que au niveau intestinal. Parce que là, on voit qu'on a d'autres enzymes qui dégradent les protéines et on a aussi des enzymes au niveau gastrique qui dégradent les protéines. Voilà. Et ici, vous voyez en rouge, j'ai écrit il ne se passe rien pour les glucides. Donc, c'est des détails comme ça qui sont importants, mais sur quoi on peut vite s'en mêler. Tiens, il se passe quoi, pour qui, quand, où. Donc, si ça vous aide d'avoir les fiches, prenez mes fiches, par exemple, à côté de votre cours pendant que vous le faites. Annotez-les par-dessus, faites-les vôtres, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de visualiser parce qu'on peut vite se mélanger entre la digestion, l'absorption. Moi, je me mélangeais souvent. Qu'est-ce qui était digéré, qu'est-ce qui était absorbé. C'était des protéines, des glucides. Bon, bref, vous comprenez. Donc là, j'avais mis des enzymes de la bordure en brosse. J'avais mis que l'absorption des monoglycérides seulement se faisait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Il n'y a que les monoglycérides qui sont absorbés. Il faut absolument qu'on soit sous forme de monoglycérides pour avoir une absorption. Bon, voilà. Ce que je n'ai pas dit et qui est important, faites des liens. Faites des liens avec les cours de biochimie, c'est-à-dire que si vous apprenez bien votre cours de glucides, vous le savez normalement que l'absorption, elle se fait que à l'état de monoglycérides. Donc, n'hésitez pas à faire des liens avec vos cours. Aussi, normalement, en acide aminé, vous avez dû le voir quand il vous parle des enzymes qui dégradent, qui coupent la chaîne d'acide aminé au niveau d'un acide aminé précis. On vous dit l'origine de chaque enzyme. Et au final, ça, c'était un cours c'était un cours de biochimie. Eh bien, c'est tombé en anal, du E2 de physiologie. Donc, si on avait bien appris tous ces cours, bien restitué tous ces cours et bien fait des liens entre les cours, qu'on avait une vraie compréhension des cours, on pouvait s'en sortir. Donc, bon, après, voilà, qu'est-ce qui est important dans ce schéma qu'au niveau intestinal, on a une dégradation bactérienne. Donc, on a une fermentation bactérienne, c'est important, elle peut vous piéger, enzymatique bactérienne. Après, si vous l'avez intégrée, par exemple, vous pouvez faire des liens avec l'anatomie. En anatomie, il me semble qu'on vous dit qu'il y a une flore bactérienne très importante au niveau intestinal. Bon, tout ça, enfin, au niveau du gros intestin, si vous faites des liens, vous arriverez à vous en sortir en physiologie, tout en sachant que c'est ce qui est physiologique qui est important, c'est pas ce qui est anatomique. Donc la longueur du tube digestif, vous la prenez en anat si vous voulez, enfin non, pas si vous voulez, vous la prenez en anat, mais c'est pas important à retenir en physiologie. Ça aussi, elle avait dit que c'était important la prof, donc je me l'étais écrit en rouge. Elle avait dit voilà, tout ce qui est chiffres comme la longueur du tube digestif, ça vous sera pas demandé, mais tout ce qui est chiffres comme combien d'eau est réabsorbée, ça, combien de litres de salive, etc., ça, c'est important. Donc, évidemment, je me le mets en rouge, je me mets un plus, quelque chose à côté de mon cours. C'est pour ça que c'est important pour moi d'aller en cours et que ce n'est pas tant une perte de temps que ça. Ça vous fait une première vue importante. Voilà. Voilà. Donc, la deuxième fiche, c'est quoi? C'est celle-là. Donc, pareil, là, je m'étais encore mis tout ce qui est enzymes, les glandes salivaires, encore une fois. Ça m'aidait à savoir ce qui était sécrété dans quoi. Après, c'est des schémas qui sont non exhaustifs. Donc, je vous les conseille sans vous les conseiller. Ça veut dire que ça peut vous aider, comme vous pouvez vous dire, mais il manque plein de choses, ça m'embrouille ces schémas. Moi, ça m'aidait un petit peu à tout mettre à plat. Encore une fois, faites comme vous voulez. Donc, voilà, séparer la partie œsophagienne, qu'est-ce qui sort de où, les phases de la digestion. Encore une fois, voilà, ici, ça c'est tombé en anal, vous voyez, donc j'étais contente de l'avoir mis sur mon schéma. Les deux parties gastriques, donc la partie proximale qui est une partie de stockage, la partie distale qui est plus pour le brassage et l'évacuation. Donc ça, c'était tombé en anal, c'était très clair dans ma tête pour mon schéma. Et aussi, quand on a bien compris son cours, c'est assez logique. Vous voyez, ça aussi, je l'avais mis dans mon schéma, c'est tombé en anal.
la lipase linguale qui est active que à pH acide. Ça veut dire qu'elle est au niveau buccal, mais elle sera activée qu'une fois au niveau gastrique. Il y a eu 2 items sur ça. C'est des points qui rassurent, disons, parce qu'on est sûr qu'on a eu juste. Et voilà. Donc, je vais repasser sur le cours si j'y arrive. Hop, pour vous. Alors, là, je sais que du coup, ça s'est enlevé. Je vais me mettre sur le cours. Voilà, normalement, vous l'avez. Ok, donc, on ne va pas voir tout le cours, vu qu'on va faire un cours rapide. Annie m'a dit 45 minutes, donc on va faire 45-50 minutes. Donc, on va juste voir ce qui est pour moi le plus important du cours. Et si vous avez des questions sur des parties du cours, que ce soit celui-là ou n'importe quel autre, il n'y a pas de souci. Donc, là, c'est beaucoup de blabla quand même. Les parties du tube digestif, bon, tout ça, c'est du blabla. Ça, normalement, vous le savez, de l'anatomie. Là, ça, enfin bon, tout ça, vous le voyez en anat. Qu'est-ce qu'une séreuse, etc. Bon, tout ça, c'est du blabla, mais il faut quand même le lire, l'intégrer, le comprendre, c'est important. Voilà, on va passer sur ça. Moi, je veux surtout aller vers tout ce qui est enzymatique, parce que c'est quand même le plus important dans le cours, à mon sens, vu que c'est ce qui est tombé en anal. Encore une fois, c'est qu'à ça que je me réfère. Voilà. Donc, la composition de la salive, on a beaucoup d'enzymes. C'est important de le savoir et en plus, c'est pas si compliqué parce que par exemple, vous voyez l'amylase, normalement, vous l'avez vu en glucides. Donc, encore une fois, si vous pouvez faire des liens, c'est top. Donc, le but, c'est de faire le plus de liens possible. La lipase linguale, c'est tombé en anal, donc c'est très important de se rappeler que vu qu'on a dit qu'il n'y avait pas de digestion autre que glucidique dans la bouche, forcément la lipase linguale elle est active ailleurs et elle est active dans l'estomac par quoi la sécrétion d'acide chlorhydrique qui fait qu'on a un pH d'environ 1 qui active la lipase linguale. Donc ça, très important. C'est tombé plusieurs fois. La déglutition, ça c'est assez facile à comprendre. Ça aussi, penchez-vous dessus, mais rappelez-vous, ce qui est important, c'est vraiment les enzymes, la façon dont ça se fait. Ne cherchez pas trop loin dans les pièges. Je sais qu'il y a des tuteurs qui cherchent très loin dans les pièges. Bon, ne cherchez pas trop loin non plus. Voilà, donc ça, c'était tombé en anal, partie proximale, partie distale. Important quand même de comprendre tout ce qui est fonctionnel, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est anatomique, c'est pas à privilégier. On privilégie tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est important dans la physiologie. Donc, voilà, ça, c'est très important. La muqueuse de l'estomac, toutes les muqueuses dans le sens, pas dans le sens histologique pur, mais dans le sens, encore une fois, de tout ce qu'elle sécrète, de toutes les enzymes, ce que je vous répète depuis tout à l'heure. C'est ça qui est important. Ça, c'est tombé en anal aussi, un piège un peu pas sympa sur ça. On verra après directement dans le sujet d'anal. Mais il y a ça pour l'estomac, il y a ça pour l'intestin. C'est important de savoir quelles cellules sont responsables de quoi. Parce que la physiologie, au fond, ça sert à quoi? Ça sert à mieux comprendre la pathologie. Donc, si on sait chaque cellule est responsable de quoi, on peut mieux comprendre toutes les pathologies. Donc, c'est pour ça que c'est à tel point important et que ça tombe en anal. Et ça vous aide à comprendre beaucoup de choses. Si vous comprenez que la muqueuse gastrique, elle sécrète de l'acide chlorhydrique, vous comprendrez facilement que ça va activer certaines enzymes. Pareil pour les cellules qui sécrètent certaines enzymes. Vous comprenez que si une cellule gastrique elle sécrète une certaine enzyme, c'est pour dégrader certains protéines, glucides, lipides. Donc, vous pouvez mieux comprendre les phases de la digestion. Là, vous savez que les cellules principales gastriques, elles sécrètent le pepsinogène, donc qui est précurseur de la pepsine, donc la principale enzyme gastrique. Ça aussi, normalement, vous l'avez vu en acide aminé. Donc, vous comprenez que si le pepsinogène, c'est une enzyme qui coupe les protéines, donc les chaînes d'acides aminés, parce que vous vous rappelez bien votre cours d'acides aminés, vous comprenez facilement qu'il y a une digestion de protéines au niveau gastrique. Donc, c'est important de faire le plus de liens que vous pouvez. Tout ce qui est hormonal, c'est important aussi, forcément. Voilà, donc toutes les sécrétions sont importantes, les sécrétions enzymatiques surtout. Si vous devez vous concentrer vraiment sur quelque chose, évidemment, apprenez tout le cours. Mais ce sur quoi il faut se focaliser, pour moi, c'est pas forcément toutes les données histologiques qu'elle vous donne. Voilà, c'est surtout
tout ce qui est sécrétion, tout ce qui est enzyme, tout ce qui est vraiment fonctionnel en termes de digestion. Voilà, là, on vous dit comment elles sont réparties, ces fameuses cellules gastriques qui ont différents rôles. Voilà, donc tout ça, c'est important. Toute la digestion, le phénomène de digestion, plus que l'histologie, c'est important parce que c'est ce sur quoi porte le cours, la digestion. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'important ici? Bon, c'est facile à comprendre, hein. Il y a une digestion qui est la vidange gastrique, c'est un phénomène qui est assez phasique, c'est-à-dire que ça se vide, ça revient. Bon, si vous comprenez l'anatomie, vous comprenez facilement que ici, la partie proximale du gastre, elle est plus large, donc c'est plutôt une phase de stockage. Et le bas, au niveau du fundus, où on arrive au niveau de l'intestin, c'est plus étriqué, c'est plus étroit, donc ça s'évacue progressivement. Ça aussi, c'est important, c'est tomber en anal. Je ne sais pas exactement, voilà, c'est là. C'est tomber en anal. La vitesse d'évacuation au niveau d'un repas, c'est important. Et tout ça, je pense que c'est important, les facteurs qui modifient le temps de vidange, parce que c'est des vrais facteurs de physiologie, c'est-à-dire comment ça se passe en physiologie et comment ça se passe quand c'est perturbé un petit peu. Donc, la position de l'organisme, c'est facile à comprendre, c'est même assez intéressant à comprendre. La composition et la température du repas, ça va influer sur le temps de vidange. Et ce qui est le plus important ici, et qui est tombé en anal pour le coup, c'est la vitesse d'évacuation d'un repas. Donc là, ce qui s'évacue en premier, c'est les glucides. Ensuite, on a les protéines, ensuite, on a les lipides. Donc quand on a mangé un gros hamburger bien gras, voilà, bien costaud, et que ça nous reste sur le ventre et qu'après, on n'a qu'une envie de dormir, c'est parce que la vitesse d'évacuation des lipides, ben, elle est bien plus lente que, par exemple, la vitesse d'évacuation des glucides, ce qu'on va appeler... Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est important. C'est tombé l'an dernier. Voilà. Donc tout ça aussi, très important. Les enzymes, encore une fois, je ne vous le dis pas pour rien, je vous le dis parce que c'est tombé en anal, justement. Donc voilà, c'est le pepsinogène dont on parlait tout à l'heure, qui est actif à quoi? À pH acide. Pourquoi? Parce que au niveau gastrique, on a un pH très bas, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc pareil, si vous avez une idée rapide de vos pH, ça va beaucoup vous aider. Et vous le voyez dans beaucoup de cours. L'estomac, c'est un pH très acide. On vous parle souvent des brûlures intestinales, enfin des brûlures gastriques, pardon, les ulcères, etc. Pourquoi? Parce qu'on a un pH très acide. Donc, si vous connaissez à peu près vos pH, vous allez facilement comprendre pourquoi les enzymes elles s'activent à un pH et pas à un autre. Donc, le pepsinogène, ça vous le savez, clivage des liaisons peptidiques entre... Enfin bon, ça vous l'avez vu en cours d'acide aminé, je ne reviens pas dessus. La lipase aussi. Bon, la lipase, vous l'avez vu plutôt dans un cours dans vos cours de lipides. Donc voilà, ça c'est ce qui est important au niveau gastrique. Ça, moi, je l'avais lu rapidement, histoire de comprendre un petit peu, mais franchement, c'est pas ce que j'avais appris le plus par cœur, parce que c'est compliqué, enfin, c'est un peu compliqué, mais quand même se pencher dessus pour comprendre le fil des choses. Voilà. Donc, l'intestin grêle, ça, vous l'avez vu en anatomie, normalement, il n'y a pas de problème. On a un peu la même organisation qu'au niveau gastrique, pareil. Important de comprendre quelles cellules sont responsables de quoi. Ça, c'est pas tombé l'année dernière, mais elle a fait tomber le rôle des cellules gastriques. Elle pourrait très bien faire tomber le rôle des cellules intestinales. Encore une fois, on a des enzymes, on a des sécrétions. Donc, à mon sens, c'est important. Et si vous comprenez quand même un petit peu l'anatomie et l'histologie de chaque partie, vous comprenez un petit peu à quoi ça sert, plus ou moins, sans forcément connaître chaque détail, connaître combien de millimètres fait chaque villosité. Je ne pense pas que ce soit le but du cours, à mon sens. Donc voilà, ça, c'est plutôt le but du cours, tout ce qui est les mouvements de digestion. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça c'est hyper important aussi. Les enzymes intestinales pour comprendre encore une fois les phases les phases de la digestion. Donc, on a vu qu'au niveau buccal, on avait une digestion uniquement glucidique. Et au niveau gastrique, on a une digestion qui est peptidique.
avec le pepsinogène. On a une digestion qui est lipidique avec la lipase notamment qui s'active. Donc, on a une lipase qui est propre au gastre et on a la lipase, on a sûrement une lipase gastrique et on a la lipase buccale qui était inactive dans la bouche et qui devient active au niveau gastrique grâce à la baisse du pH. Donc voilà, ça aussi c'est important, les enzymes intestinales. Donc on voit que là, au niveau intestinal, on a une dégradation glucidique qu'on n'avait pas au niveau gastrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était écrit dans mon petit schéma. Rien ne se passe pour les glucides au niveau intestinal. Au niveau gastrique, pardon, excusez-moi, je ne veux pas vous embrouiller. Au niveau gastrique, il ne se passe rien pour les glucides. Au niveau intestinal, il se passe des choses pour les glucides. Et si vous vous rappelez votre cours de glucides, normalement, vous vous en souvenez vous vous souvenez des phases. Bon. Voilà. Donc là, on a plusieurs enzymes. Là aussi, il faut se pencher dessus, c'est important. La sécrétion pancréatique, ça, vous le voyez, je crois qu'en lipides, on vous dit qu'il y a des enzymes. On a des enzymes qui sont pancréatiques et qui sont sécrétées au niveau intestinal pour justement dégrader les lipides. Donc, ça, si vous faites un lien avec l'anatomie, vous savez qu'il y a un canal qui fait que ça repart au niveau, enfin les sécrétions pancréatiques, elles repartent au niveau intestinal. Là, vous le voyez, il y a une ampoule qui fait que le canal pancréatique, il peut pénétrer au niveau du duodénum, donc au niveau intestinal. Voilà, donc si vous vous rappelez bien de l'anatomie, ça va être plus facile pour vous d'intégrer toutes ces étapes. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, bon, ça, c'est des données qu'il faut apprendre, qui sont chiantes, mais bon, la prof, elle a dit que c'était des chiffres qui étaient importants à retenir. Après, est-ce qu'elle va vous piéger sur 1 à 2 litres? Est-ce qu'elle va vous met 2 à 3 litres? Non, sûrement pas, mais retenez quand même à peu près que ce n'est pas 10 litres de sucre pancréatique qui est déversé au niveau intestinal. Voilà. Et évidemment, la composition du sucre pancréatique, c'est important. Il y a de l'eau, bon, et des électrolytes, ok. Et les enzymes. Les enzymes pancréatiques, c'est important, ça, à comprendre. Donc, on a des enzymes lipolytiques, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la lipase pancréatique, on vous en parle dans votre cours de lipides. Et la colipase pour les triglycérides, bon, ok. La phospholipase pour les phospholipides, le cholestérol. Bon, une estérase pour le cholestérol. Ce qui est important de retenir, c'est que ça se fait au niveau intestinal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cholestérol-estérase au niveau gastrique. Au niveau gastrique, on a juste une lipase. Ça peut sembler beaucoup d'informations, beaucoup d'enzymes, mais si vous prenez j'en sais rien, une feuille comme j'ai fait et que vous retenez que là, on a une gestion comme ci, comme ça. Et aussi, normalement, vous retenez les étapes. C'est-à-dire que vous savez qu'au niveau des glucides, ben, on avait, je crois, des dextrines qui sont libérées. Vous savez que la prochaine étape, c'est on libère des sucres, des diglycérides et des des disaccharides et des monosaccharides. Dans la phase des choses, comme vous le voyez en glucides, il y a plusieurs structures. Donc si vous suivez normalement, enfin, si vous prenez le cours dans le bon fil, vous arriverez à comprendre comment on en arrive à avoir un monosaccharide qui est absorbé directement après plusieurs coupures. Donc, voilà. On a d'autres, ça, vous l'avez vu aussi en cours d'acides aminés. On a les endo et les exopeptidases. Ça aussi, c'est facile à comprendre. Carboxypeptidase, le carboxyle, il est au bout de la chaîne. Donc, logiquement, c'est une exopeptidase, alors que la trypsine, elle coupe au milieu de la chaîne. La chymotrypsine aussi. Et c'est écrit dans votre cours d'acides aminés que chymotrypsine, ça a une origine pancréatique, contrairement à notre pepsine qui a un précurseur qui est le pepsinogène qui est sécrété par les cellules gastriques principales et les cellules gastriques pariétales. Elles excrètent l'acide chlorhydrique qui va acidifier tout ça. On acidifie le pepsinogène qui devient pepsine, qui clive les protéines au niveau gastrique, donc au niveau de l'estomac, alors que trypsine, chymotrypsine, elles sont pancréatiques et c'est clivé au niveau de l'intestin. Encore une fois, parce que ce sont des enzymes pancréatiques et que le pancréas, le canal, il va être directement au niveau
intestinale, donc au niveau du duodénum, c'est déversé dans le duodénum. Donc forcément, si vous retenez que trypsine, chymotrypsine, c'est des enzymes pancréatiques, ça ne peut pas agir au niveau gastrique parce que c'est déversé du pancréas au duodénum. Voilà, donc pour ça, donc aussi ce qui est important, la nuance. Vous vous rappelez, pepsinogène, il est activé par l'acide chlorhydrique, donc par l'acidité du gastre, alors que trypsinogène, il est transformé en trypsine, qui est la forme active, par l'entérokinase. Donc forcément, si on vous dit l'entérokinase est une enzyme gastrique, ben non, parce que le trypsinogène, c'est une enzyme qui est déversée par le suc pancréatique ou dans le duodénum. Donc forcément, on est dans le duodénum, donc on n'est pas à pH 1, on n'est pas à un pH acide. On est activé par une enzyme qui est l'entérokinase. Après, c'est facile à comprendre. Entéro, c'est pour l'intestin, donc ça ne peut pas être gastrique. Voilà, on a tout un autre tas d'enzymes. Entérokinase, je vous ai dit une bêtise, c'est directement produit par la muqueuse duodénale, du coup. Et oui, non, c'est bon, je ne vous ai pas dit de bêtises, pardon. Et trypsinogène, c'est produit par le suc pancréatique, activé au niveau... trypsinogène activé au niveau du duodénum par l'entérokinase une fois qu'elle y arrive via le canal pancréatique. Voilà. Donc, la trypsine est l'agent activateur de tous les limogènes. Bon, c'est des protéines, quoi. La régulation, bon, ça, c'était un petit peu chiant à apprendre, mais c'est juste c'est la partie hormonale et nerveuse. Après, tout ce qui est sympathique, parasympathique, c'est un peu plus difficile à comprendre, c'est moins intuitif. Ça pose plus soucis, disons. Quelle heure il est? Ok. Voilà. Donc là, on passe à toutes les glandes annexes. Donc, on a le foie, la vésicule biliaire. Bon, là, on a des infos. La bile, c'est important de comprendre ce qu'il y a dans la bile. C'est tombé en ana de la bile l'an dernier. Il n'est rien tombé de très compliqué. Il n'est rien tombé de très précis. On ne vous a pas dit, est-ce qu'il y a 98% d'eau? Non, il y en a 97. Pas du tout. Pas de panique. Mais c'est important de comprendre sa fonction au niveau de la physiologie digestive. On est dans un cours de physiologie digestive, je le répète. Donc, et qu'est-ce qui stimule la production de bile? Donc, ce qui est surtout important, à mon sens, à comprendre, c'est que la bile, c'est un agent émulsifiant des graisses. Donc, à quoi ça sert la bile? Ça permet la formation de micelles pour la digestion des graisses. Donc, c'est un peu la façon d'évacuer les lipides. Il y a plusieurs... donc, on a toujours nos glucides, lipides, protéines. Donc, nos protéines, on va voir quelles sont... elles passent dans la cellule entérocytaire, donc dans l'intestin, parce qu'il y a la lumière de l'intestin dans lequel les aliments y passent. Et ensuite, il faut que ça passe au niveau cellulaire. Il faut passer au niveau sanguin. Donc, on a la lumière, où il y a tous les aliments. On a notre cellule, et on a le sang. Le but, c'est que ça passe dans le sang à la fin, quand on est au niveau intestinal. Donc, comment ça passe dans le sang? Ça, c'est la période de l'absorption. Pour être absorbé, il faut que chacun ait une forme absorbable. La façon d'absorber les graisses, c'est de former ces fameuses micelles. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est digestion des graisses via la bile. Donc, c'est ce dont je vous parlais, l'absorption intestinale. On a trois façons. La diffusion passive selon un gradient de concentration. Donc là, ce qui est important et qui va vous servir dans tous vos cours, c'est de se rappeler. La membrane plasmique d'une cellule, c'est quoi? C'est une bicouche lipidique. Donc, tout ce qui est tout ce qui est hydrophobe, donc apolaire, ça va passer la membrane normalement par diffusion passive parce que c'est compatible, si vous voulez, en termes de parenté structurale avec la membrane plasmique. Donc, ça va passer par diffusion passive. C'est pareil dans votre cours de physiologie hormonale. On vous dit, on vous parle d'hormones hydrosolubles et d'hormones liposolubles. On vous dit les hormones hydrosolubles agissent sur un récepteur intracellulaire. Ben non, c'est pas possible. Parce que l'hormone hydrosoluble, à moins qu'elle soit liée à quelque chose qui lui permet de rentrer dans la membrane plasmique, l'hormone hydrosoluble, elle ne peut pas passer la membrane plasmique parce qu'elle est polaire et que la membrane plasmique, elle est apolaire. Donc, encore une fois, essayez de retrouver au maximum la logique dans tous vos cours. Ce sera plus simple pour vous. Donc, par diffusion passive, on a dit tout ce qui va être plutôt lipidique, qui va passer via
tout ce qui est lipidique, les acides gras, les triglycérides, etc. Par diffusion facilitée, c'est un transporteur membranaire. Donc, c'est quoi? C'est notamment certains acides aminés. Et transport actif contre ingrédients chimiques. Bon, OK, vous le reverrez comment ça s'appelle? En biologie cellulaire, excusez-moi. Donc, ça aussi, c'est important, mais ça, vous le voyez en glucides. Donc, normalement, si vous avez bien appris votre cours de glucides, vous savez qu'il n'y a que les monosaccharides qui peuvent passer, qui peuvent être absorbés et passer au niveau de la cellule entérocytaire pour passer ensuite dans le sang. Donc, si on a un disaccharide, si on a j'en sais rien moi, du glucose, enfin, pas du glucose, mais du coup, enfin, si on a n'importe quel sucre qui est par exemple les dextrines, etc., ça ne va pas passer la membrane plasmique. Il faut attendre qu'on soit sous forme de monosaccharide. Comment on fait? C'est coupé par des enzymes. Ça, vous l'avez vu en cours de glucides. Voilà. Donc là, par exemple, ça aussi, vous l'avez vu en cours de glucides normalement, les différents transporteurs, à part s'il l'a enlevé, les différents transporteurs qui vont, vous voyez, vous retrouvez votre GLUT5, SGLT1, etc., qui transportent les glucides. Donc ici, on a la lumière dont je vous parlais avec tous les aliments, la cellule, et ici, le sang. Le but, c'est de passer de là à là. Et on ne passe pas de là à là n'importe comment. Donc, on a différents types de transport, de cotransport, de diffusion facilitée, etc. Mais ce qu'il faut retenir là, pour le coup, c'est que les sucres, donc maltose, maltose, du coup, c'est pas un monosaccharide, donc ça passe pas ici l'entérocyte, la cellule entérocytaire, ça doit être clivé par la maltase pour avoir glucose-glucose. Ça aussi, vous l'avez vu en glucides, vous savez, quand on clive du saccharose, du lactose, du maltose, qu'est-ce qu'on obtient? Et vous savez qu'il passe par certains transporteurs aussi. Donc, pareil, n'hésitez pas à faire des liens. Voilà, donc ça, le glucose, c'est la partie qui va réussir à passer ici par diffusion facilitée. Les sucres, c'est polaire, vous le savez, on l'a dit aussi en cours de glucides. Il y a beaucoup de groupements polaires parce qu'il y a beaucoup de groupements OH. Donc, les groupements alcool, ça fait que la molécule de sucre, elle est polaire, donc elle ne peut pas passer la membrane plasmique par diffusion simple, par diffusion passive. Ce sera compatible avec la membrane plasmique. Donc voilà. Pareil pour les protéines. Les protéines, les peptides, les acides aminés, etc., ils vont être clivés par différentes enzymes pour les rendre de plus en plus petits. C'est la procédure de digestion. Mais c'est polaire, donc ça ne passe pas la membrane plasmique. Tout ce qui passe la membrane plasmique, c'est plutôt ce qui est lipidique, on l'a dit, des acides gras, etc. Donc là, vous avez un schéma où on vous explique comment on passe de protéines, peptides, etc., par des enzymes, on l'a dit, et les façons de passer au niveau de l'entérocyte. Donc, comme c'est tombé l'an dernier pour les glucides, je vous conseille de vous pencher sur ça parce que ça fait vraiment partie des phases de la physiologie digestive, à savoir digestion, absorption, élimination, dont elle parle au tout début. C'est quand même important. Pareil pour les lipides, vous savez qu'il y a des enzymes. Voilà. Là, elle vous reprend tout au final. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac? Qu'est-ce qui se passe dans l'intestin? Voilà. Donc, elle vous met la même chose pour les vitamines. Bon, peut-être, c'est important pour les vitamines, évidemment, mais concentrez-vous quand même sur glucides, lipides, protéines à apprendre par cœur, à savoir vraiment. Voilà, le bilan liquidien, on a 9 litres qui pénètrent continuellement dans le grêle. Bon, ok, c'est réabsorbé, voilà. C'est peut-être pas ce sur quoi on va surtout se focaliser. Mais voilà, on va essayer de regarder vite fait les annales, tant qu'il me reste un tout petit peu de temps. J'ai un peu débordé, mais on va regarder vite fait les annales. Il y a 2 questions. Hop. Je vais vous partager l'annale. Normalement, partager. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon? Bon, on va dire que c'est bon. Donc, la 27, du coup, on va faire 27-28. Donc, vous voyez, 2 questions sur un sujet de 10 questions, c'est quand même énorme pour un cours de 2 heures. Donc, voilà. Donc, la lipase linguale est active à pH acide. Qu'est-ce que vous mettriez s'il y a encore des survivants? Juste. C'est exactement ça, c'est juste, voilà.
Et donc, du coup, la B, la lipase linguale est inactivée dans l'estomac. C'est faux. Et voilà, parce que dans l'estomac, on est à pH 1. La lipase gastrique est sécrétée par les cellules pariétales de l'estomac. Donc, je l'ai dit rapidement. Là, c'est un piège un peu méchant. Mais la lipase gastrique, elle est sécrétée par les cellules principales de l'estomac. Et les cellules pariétales, elles s'occupent de la sécrétion justement d'acide chlorhydrique. Donc, il me semble que vous le voyez dans un cours d'équilibre acido-basique, le tout premier, où on vous parle de la pompe à protons, etc., etc. Mais c'est important, les cellules pariétales de l'estomac, elles sécrètent l'acide chlorhydrique. Les cellules principales de l'estomac, elles sécrètent la lipase gastrique et, il me semble, le facteur intrinsèque. Voilà. La bile permet la formation de micelles nécessaires à la digestion des graisses. J'aurais mis vrai. Oui, exactement, c'est vrai. C'est le petit schéma qu'on a vu. Une micelle, qu'est-ce que c'est? C'est une partie polaire hydrophile et une partie apolaire hydrophobe. Donc, en fait, toute la partie hydrophobe, si vous voulez, elle va venir se mettre autour des lipides, voilà, donc des graisses. Et tout ce qui est hydrophile autour, ça va permettre, si vous voulez, de rester dans une atmosphère hydrophile. Donc, c'est comme quand on met de l'huile dans de l'eau. Ça va s'organiser. La micelle, ça va permettre de s'organiser avec toute une partie qui aime l'eau autour pour rester au contact de l'eau ou du plasma sanguin, et une partie à l'intérieur qui va contenir la graisse, justement. Comme vos apolipoprotéines en lipides. Vous avez toute une partie périphérique qui est polaire et une partie à l'intérieur qui est apolaire. Donc, les acides gras et les monoglycérides pénètrent dans l'entérocyte par diffusion facilitée. Qu'est-ce que vous mettriez? Valentin, il a dit qu'il mettrait vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis? Personne? Bon. Alors, on a dit acide gras monoglycéride. Est-ce que c'est polaire ou apolaire? Apolaire. Apolaire, exactement. Et la membrane plasmique, elle est Polaire. Apolaire. apolaire, exactement. Donc, on est par diffusion passive, simple. Si vous voulez, ils sont compatibles. On peut dire ça comme ça. Ils sont compatibles. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un transporteur. Il n'y a pas besoin de mettre un transporteur pour faire le passage. C'est compatible, ça passe. Donc, celle-là, elle était fausse. Il pénètre dans l'entérocyte par diffusion simple. Par diffusion facilitée, c'est notamment l'absorption des protéines et l'absorption des sucres, des saccharides. La 28. La partie proximale de l'estomac est en charge du stockage des aliments. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, la partie distale, C'est vrai le aussi. brassage, voilà, c'est vrai aussi. Donc ça, c'était cadeau. Un repas riche en graisse réduit le temps de vidange gastrique. Donc ça, si vous avez ça, vous devriez avoir compris. C'est faux. C'est faux, exactement. Quand on a mangé l'hamburger, on ne digère pas plus vite. Voilà. L'acide chlorhydrique sécrété par la muqueuse de l'estomac intervient dans la conversion du trypsinogène en trypsine. Mais du coup, c'est faux. C'est de la C'est faux. pepsinogénèse en pepsine. Exactement, c'est la pepsinogène en pepsine. Ouais, voilà. Bah, super, si vous avez retenu ça, c'est top parce elle est à fond sur les enzymes. Et la sécrétion d'acide chlorhydrique inhibe la sécrétion de bile et de sucre pancréatique. C'est faux. Ça, on l'a pas vu, ouais. Au Mais contraire, ça... ouais, c'est faux, ça stimule. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Ça stimule ça stimule la sécrétion de bile et de sucre pancréatique. Voilà, donc ça, c'est tout. Après, ça, c'est des questions de neuro. Donc, voilà, si vous avez une question, bah, c'est le moment. Euh, Tenez bon pour la physio. Les débuts sont difficiles. Faites le maximum de liens possible. Vous avez vu, on a fait un cours de peut-être 30 minutes sur la physiologie digestive. On a fait des milliards de liens en anatomie, en biochimie. Donc, faites le plus de liens possible. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps de voir le fil de la digestion, le fil de la respiration, etc. Ça pourra peut-être même devenir intéressant. Et voilà. Donc, bon, si vous avez une question, je vous écoute. Ou sinon, vous avez mon numéro si vous voulez me poser une question par message. Il n'y a pas de problème.
Sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci et bonne soirée. Eh ben, toi aussi. Merci beaucoup. Bon, bah, salut Merci. tout le monde. Merci. Salut. Merci. Bye.